Bonjour Bruno, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Oui, bonjour. Je m'appelle Bruno Tisser. Voilà, je suis donc enseignant-chercheur, professeur à Montpellier Supagro, à Institut Agro maintenant. Mon unité mixte de recherche, c'est l'UMR ITAP. Donc, voilà. Et mon parcours, je ne vais peut-être pas Voilà, tout dire, autant que hein, tu veux, hein. mais en gros, voilà, je suis ingénieur, voilà, en technique agricole. Suite à ce diplôme, j'ai fait un doctorat enseignement IRST, enfin, CEMAGREF, IRSTEA, qui est maintenant INRAE, donc à La Valette, hein, là-bas. Mhm. Donc toujours pareil, ce qui était enseignement UMR ITAP. Cette thèse, je l'ai faite dans le domaine du machinisme avec une entreprise qui s'appelle toujours Pélinck, hein, voilà, sur des machines pour prétailler la vigne. Voilà, suite à cette thèse, j'ai passé un concours pour être assistant d'enseignement de recherche contractuelle à Supagro. Alors, à l'époque, c'était Montpellier Supagro, et je crois même que c'était l'Agro Montpellier. Mhm. Non, c'était l'Agro Montpellier, même peut-être l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'agriculture de Montpellier. Et puis voilà, là, ça a été une révélation. Une révélation associer l'enseignement, la recherche. Voilà, c'était vraiment, c'était pas du tout ça mon projet professionnel, on pourrait y revenir si tu veux, et du coup, vraiment, je me suis éclaté. Et, voilà, et ensuite, je suis passé maître de conférence. Et puis ensuite, plus récemment, l'HDR et puis le statut de professeur. Voilà. Mes domaines de recherche, peut-être, Oui, et d'enseignement, ouais. d'activité, d'enseignement. Mon domaine, en fait, on va dire, de recherche, c'est celui de l'agriculture de précision. Donc, c'est un thème un petit peu vaste, hein. C'est tout ce qui est nouvelles technologies, on va dire, voilà, satellites, systèmes de mesure embarqués sur les machines, avec une composante spatialisée, donc cartographique forte, D'accord. donc appliquée à l'agriculture. Donc, comment, en fait, faire pour que ces outils ou ces méthodes ou ces nouvelles sources d'informations soient opérationnelles, en tout cas pour soit le conseiller, soit l'agriculture lui-même, pour de l'aide à la décision ou du pilotage sur les cultures. Euh, D'accord. Et t'es plus du côté outils, c'est-à-dire des conceptions de capteurs, des choses comme ça, ou plutôt du côté analyse de données, pipeline d'analyse? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux? Ça peut être les deux. On peut être dans la conception d'outils. Alors une partie de l'unité d'ailleurs est vraiment là-dessus, hein, sur des capteurs optiques, etc. Alors nous on a un Fab Lab, donc on peut on peut concevoir des outils, on va dire un petit peu low cost, ou dans des projets avoir de la prestation pour le développement des capteurs avec des spécifications. Et puis lorsqu'on a plutôt des capteurs commercialisés ou des sources d'informations disponibles, là plutôt on fait le pipeline, c'est-à-dire D'accord. comment à partir des données qui sont fournies, quel sens elles ont, est-ce qu'elles peuvent être utilisées, en quoi elles sont utiles pour l'agriculture, comment éventuellement spécifier un service pour l'agriculture, donc date d'acquisition, combien, quoi, comment, où, etc. Et puis après aussi, ça peut être mettre en forme les données pour qu'elles soient opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles puissent être utilisées pour, quelque part, en appui à de l'expertise ou en appui à de la décision. Alors, je D'accord. peux donner un exemple très simple, hein, c'est par exemple, on a des capteurs de rendement sur les moissonneuses-batteuses qui donnent une donnée de rendement toutes les secondes, donc avec une vitesse d'avancement C'est quoi le de- rendement? C'est le poids du grain à la c'est le fin? poids du grain sur une parcelle. Ouais. Donc on va avoir une carte de rendement, mais finalement l'utilisateur il n'a pas besoin d'avoir 4000 points à l'hectare, parce que ça devient très très compliqué, c'est Ouais. bruité, etc. Donc toute la question c'est comment par exemple mettre en forme et l'associer avec quoi, comment simplifier cette information pour qu'elle puisse être compréhensible et utilisable par un professionnel, qui peut être encore une fois un conseiller, donc là on peut Oui. avoir des mises en forme plus complexes, mais en tout cas plus évoluées, ou ça peut être l'agriculteur, et auquel cas, là, lui, il faut des choses qui peuvent être assez simples, quoique des fois, ça peut être plus évolué. D'accord. Quand on parle souvent de capteurs de données, en ce moment on parle beaucoup d'IA et de prédiction. Hmm. Vous travaillez aussi sur vous, à partir des données, sur de la prédiction, des choses comme Alors, ça? on fait de la prédiction, on fait très peu d'IA. D'accord. Je pense que c'est inhérent à notre domaine qui est quand même l'aide à la décision agronomique, où finalement, pour faire vraiment de l'IA, au sens deep learning, apprentissage, il faut quand même des grosses bases de Oui. données. Aujourd'hui, les grosses bases de données, on les a vraiment en imagerie, je pense que c'est. Et peut-être analyse de signaux tels que le son. Voilà. Nous, on a quand même encore des petites bases de données, on va dire, pour avoir les données de référence et pour pouvoir faire des systèmes qui relient, par exemple, des données auxiliaires à des données de référence. Donc, je dirais que
Oui, on fait de l'apprentissage, mais avec des méthodes, on va dire, classiques, et même des méthodes innovantes en termes de petits jeux de données et D'accord. contraintes associées à l'incertitude de ces données et le fait qu'on en ait peu. Oui. Et tu as évoqué aussi l'imagerie satellite. Mm. Et moi, je me suis toujours posé une question en agriculture sur l'imagerie satellite. C'est comment on accède aux images. Est-ce que, par exemple, on va demander à un satellite de prendre certaines images à un moment donné, ou est-ce Mm. que les satellites prennent les images, puis après elles sont disponibles à l'achat ou Mm. enfin, comment ça se passe? Je suppose qu'on ne donne pas un ordre au satellite pour aller prendre des photos à ces jours-là. Alors, il y a des différents modèles, D'accord. différents modèles qui existent. Donc, et en plus, c'est intéressant comme question parce que le modèle est en train de changer radicalement. Mais on va dire voilà, une chaîne classique hein, de qualité, par exemple, ou de qualité, j'aime pas dire ça, mais si on veut vraiment une image spécifique, effectivement, Ouais. on la commande. Donc du coup, moi j'ai connu, alors maintenant c'est moins vrai, mais il y a une dizaine d'années, même il y a une quinzaine d'années, en fait, il fallait, si on voulait avoir une image sur une région à un stade, à une date particulière, il fallait commander l'image. Et la commande, en fait, il y a des priorités pour un satellite. Oui. Donc voilà, donc suivant les satellites, bon, bah, les prioritaires, ça peut être les militaires ou ça peut être La météo, je suppose, des choses comme ça. oui, alors météo non, parce que c'est des satellites bien particuliers D'accord. par rapport aux applications pilotage des cultures. Mais voilà, donc du coup, on n'est jamais sûr dans la liste d'être traité et naturellement, il faut payer pour avoir cette image-là. Après, les satellites, comme de toute manière ils tournent, ils acquièrent des images. Donc il y a aussi la possibilité, si on a un petit peu de chance ou si on est un peu moins regardant sur la période d'acquisition, d'avoir des images qui sont acquises, qui sont dans l'historique, voilà, qui ont été acquises et par chance c'est sur le territoire qu'on veut et à la date qu'on veut. Et donc du coup on peut demander des historiques d'images. Je fais vraiment très simple parce qu'il Ouais, ouais. y a plein de niveaux de qualité dans les images en fonction des corrections atmosphériques, etc. etc. Ouais. Voilà. Par contre, les choses ont changé et sont en train de changer avec des gros projets, notamment un projet européen qui s'appelle Copernicus, et en l'occurrence, ce qui nous intéresse en agriculture, c'est Sentinelle, où là, en fait, il y a deux satellites jumeaux qui sont héliosynchrones, donc qui tournent autour de la Terre et qui acquièrent des images, donc avec un temps de revisite de 5 jours. Et Ah oui, c'est rapide. mise à disposition, voilà, donc ça veut dire que tous les 5 jours, aujourd'hui, on peut avoir une image multispectrale, enfin avec plein de bandes spectrales, et puis avec une résolution qui est, alors sur certaines applications c'est intéressant, sur d'autres cultures on est en limite, hein, puisque la résolution en multispectrale elle est de 10 mètres, donc de 10 D'accord. mètres carrés. Mais c'est intéressant quoi quand même d'avoir une information du jour. Et là c'est gratuit. D'accord. Et typiquement, qu'est-ce qu'on cherche comme information avec ce type de données? Alors, ce qu'on cherche, c'est la réponse souvent d'un couvert, donc la réponse spectrale d'un couvert. Donc il va nous renseigner sur la quantité de biomasse qu'il y a, donc est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, etc. Et parfois sur la qualité de cette biomasse, est-ce qu'il y a beaucoup de pigments, de la chlorophylle, etc. Voilà. Alors, Donc l'intensité ça, des verts, quoi. voilà, par exemple. Oui. D'accord. Voilà. Mais il y a ces deux aspects, hein. Il y a vraiment le volume, la quantité de biomasse, donc en tout cas l'aptitude finalement d'une plante ou d'une culture à se développer. Et puis il y a la qualité de cette biomasse, c'est-à-dire son efficience quelque part. Voilà. Et du coup, comme aujourd'hui on accède en fait le satellite, l'avantage c'est que il y a cette information spectrale et puis il y a aussi une information spatiale, c'est-à-dire qu'on va avoir cette variabilité des cultures hein, dans l'espace, que ce soit au niveau intraparcellaire, entre parcelles ou pourquoi pas à l'échelle régionale. Voilà. Et de plus en plus, ce qu'on a naturellement, c'est la dynamique de cette culture. Tous les 5 jours. Tous les 5 jours, on est capable de suivre quelque part son développement. Donc ça associé à des modèles de culture, à des informations sur l'historique climatique, on peut arriver à faire des prédictions, on peut vraiment affiner en fait pas mal d'outils d'aide à la décision. D'accord. Et vous utilisez surtout des images qui vont être prises sur des champs expérimentaux, donc par exemple, vous savez qu'est-ce qui a été cultivé là, ou est-ce que vous prenez l'ensemble des champs dont vous avez accès et vous regardez, interroger les agriculteurs sur ce qu'ils ont fait a posteriori, ou c'est... Il y a de tout. Il y a de tout. Ouais, il y a de tout. Si l'objectif c'est de caractériser l'information au sens agronomique,
forcément, on va essayer d'être dans des conditions expérimentales connues, avec un mode de conduite connu, des interventions connues, etc. Donc voilà. Par contre, si l'objectif c'est d'imaginer des potentiels ou aussi voir comment l'information doit être mise à disposition et va être utilisée en fait par les professionnels, là on a plutôt intérêt à travailler finalement avec des coopératives ou des champs plus larges. Et puis il y a des fois où on explore. Donc l'idée c'est même, voilà, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple on n'est plus sur les satellites, on est sur les drones, mais ça revient un petit peu au Je voulais même. en parler justement de drone. Donc là, on va explorer, c'est-à-dire que on connaît des cas d'usage, mais il y a peut-être des potentialités à la source d'information qui sont complètement autres et auxquelles on n'a pas pensé. Et donc là, du coup, on va déclencher des acquisitions et on va les soumettre à expertise. Ça peut être des conseillers qui connaissent le domaine, des conseillers qui ne connaissent pas le domaine, etc., pour voir en fait ce qu'ils en pensent, ce qu'ils disent, faire des remontées d'informations comme ça. Donc il y a tous les aspects, ça va dépendre où on se situe en fait, quelque part dans le verrou scientifique Oui. ou dans la question de recherche que l'on souhaite explorer. Et justement, je posais cette question parce que ça renvoie à des questions qui sont des questions assez importantes à l'heure actuelle dans notre recherche, sur tout ce qui est à qui appartiennent les données, la science participative, où on travaille avec les agriculteurs pour monter des questions, tout ça. Et donc je me disais que les images satellites, d'un certain côté, eux, ils n'ont pas pris la photo, mais c'est leur champ, donc ça pose des questions de ce type-là, et je me demandais comment... L'enjeu, oui, effectivement, comment dire, c'est des points qui sont régulièrement abordés, rassurés. En fait, ce qui a de la valeur, c'est pas tant l'image, parce que avoir une photo d'une parcelle, si on ne sait pas ce qu'il y a dessus, si on ne sait pas quand elle a été plantée, semée, Oui. etc. Donc ce qui a de la valeur finalement, c'est les métadonnées. Et ça, c'est pas évident à accéder. Voilà. Donc si commercialement parlant, ou même pour une assurance ou n'importe quoi, s'il y a de la valeur, c'est pas tant l'image. Voilà. Alors là où ça commence à poser question, c'est où avec la résolution temporelle et puis des modèles bien calibrés, ils arrivent d'après l'évolution à savoir finalement quelle culture il y a ou quelle est la culture qui est possible. Donc ils arrivent à retrouver ça. Par contre, après, ils ne savent pas à qui elle est ou qui s'occupe de cette parcelle-là, etc. Parce que c'est ça l'enjeu finalement. Oui. Donc voilà, effectivement, c'est pas... je pense que là-dessus, on ne nous a pas attendu, ça fait des années qu'il y a des sociétés qui ont des produits où ils surveillent en fait tous les bassins de production, soit à des fins de sécurité alimentaire, parce qu'il y a toujours le côté, voilà, savoir s'il y a une crise aujourd'hui, par exemple dans le bassin ukrainien, on sait que ça va impacter toute l'Europe, etc. Donc ça, dans un objectif naturellement de sécurité alimentaire à l'échelle globale. Et puis naturellement, cette information, elle est aussi utilisée par les spéculateurs, il ne faut pas se leurrer, donc, qui vont aussi utiliser à d'autres fins ces sources d'informations. D'accord. Tu parlais aussi de quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'était comment l'information allait être transmise à l'agriculteur. Parce que tu disais que le conseiller, ça pouvait être un peu plus technique. Ça dépend en fait. Et en fait, vous travaillez aussi sur cette question-là, qui est vraiment la transmission de l'information, on va dire un peu de la vulgarisation de vos projets. Alors, je ne sais pas comment dire. On n'est pas sur de l'ergonomie, on travaille. C'est pas notre secteur. Nous, on est vraiment sur des applications métiers. Oui. Donc, vraiment, les questions qu'on va se poser, c'est tout bête. Par exemple, je prenais l'exemple de la carte de rendement. C'est voilà, un agriculteur, qu'est-ce qu'il va faire de cette carte de rendement? Si l'objectif, par exemple, c'est de moduler de l'azote, donc d'apporter de l'azote de manière différenciée, l'unité, l'empreinte spatiale dont il a besoin, c'est la largeur de son épandeur. Oui. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des connaissances métiers, des applications métiers dans le traitement de la donnée, et on va, comme ça, dire, il va passer comme ça, l'emprise spatiale de la machine, c'est ça, donc on dégrade, et comment on dégrade l'information pour qu'elle ait un sens par rapport à l'opération qu'ils veulent faire. Voilà. Donc on est plutôt sur ces questions-là, ce qui n'est pas simple, parce que... je suppose que la largeur, notamment, de la machine d'épandage doit être variable. Comment on agrège les données à cette échelle-là? Est-ce qu'on lui donne une information sur l'erreur qu'il va faire parce que, en fait, comme on avait une information à plus haute résolution, il va faire une erreur? Enfin voilà, et comment... c'est des questions sur lesquelles on s'est pas mal intéressé. D'accord. Et tout ça me fait penser à... En fait, ça va développer un besoin de formation, parce que tous ces outils-là, il faut pouvoir les utiliser, les interpréter. Les agriculteurs eux-mêmes, ils commencent à utiliser certains drones, des choses comme ça.
Et est-ce que c'est le genre de choses auxquelles toi, tu fais de l'enseignement? Parce que tu disais que tu faisais de l'enseignement, c'est dans ces domaines-là aussi? Ouais. Du coup, je porte une formation, je la coporte avec mes collègues, hein, qui s'appelle donc Agrotique, hein, mais ça fait maintenant 25 ans, ça fait longtemps, hein. Justement, qui a pour vocation de donner une deuxième compétence à des ingénieurs agronomes dans ces domaines-là. Donc, avec l'idée, en fait, l'idée première, elle était de mon prédécesseur, qui était Francis Sevilla, hein, je trouve qu'il était assez visionnaire et qui avait dit, mais il va y avoir besoin d'ingénieurs qui sont positionnés sur deux pans. Un, le développement et la conception de nouveaux services, donc voilà, pour l'agriculture, pour la forêt, pour l'environnement, sur la base de l'informatique, des technologies, des TIC. À l'époque, on ne parlait pas encore trop de GPS, GNSS, etc. Et puis, donc ça, et puis aussi, il va y avoir le pendant au niveau de l'accompagnement de la filière, de son déploiement, voilà, et puis les retours aussi pour faire évoluer les produits, et naturellement la formation. Et du coup, Agrotique, en fait, est né de ce positionnement-là, en fait, hein. Donc notre objectif, c'est vraiment de former ces ingénieurs avec une deuxième compétence. C'est une aventure extraordinaire parce que, en fait, j'enseigne aussi en viticulture, œnologie, par exemple. D'accord. Et donc sur le machinisme, plutôt sur tout ce qui est équipement. Et en fait, c'est intéressant de voir, enfin moi en tout cas, je trouve ça fascinant, de voir la différence en fait en termes d'organisation pédagogique, d'équipe pédagogique et de gestion de la pédagogie. Parce que dans un cas, je pense à la viticulture œnologie par exemple, mais je pense qu'il y a d'autres disciplines qui sont... On est quand même sur des cœurs de savoir établis, qui évoluent hein, avec les connaissances certes, mais qui évoluent peu finalement, ou à la marge d'une année à l'autre en tout cas. D'accord. Agrotique, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur des choses qui peuvent être, même on peut avoir en un an des ruptures. C'est-à-dire il suffit qu'il y ait un satellite nouveau qui est lancé, ça y est, tout change, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, dès le début, on s'est dit, cette formation-là, on est obligé, on peut pas faire des cours, c'est pas possible. Parce qu'il va falloir revoir 20% du contenu chaque année. Enfin, D'accord. au départ, on enseignait HTML, aujourd'hui, on ne fait plus, par exemple. Enfin, Oui. donc, ça change beaucoup. Enfin bon. Et du coup, très tôt, on s'est dit, non, on va partir en pédagogie par projet. D'accord. Donc, dès le début, pratiquement, on n'était que sur des projets, c'est-à-dire l'idée, c'est on travaille sur des objectifs avec les étudiants, on fait des pédagogies par projet, etc. Pourquoi je raconte tout ça? Tout simplement parce que, en fait, ça a été une aventure assez extraordinaire et qui a nourri ma recherche, et qui nourrit ma recherche. Hein, c'est-à-dire, moi, dans ma tête, ma recherche, je la fais vraiment pour l'enseignement. Je la fais pas... ça m'intéresse, hein, je ne veux pas dire que je ne suis pas intéressé, etc. Oui. Mais le point premier, c'est l'enseignement. Si je suis chercheur, c'est avant tout pour être au top et pour transmettre à mes étudiants ou à l'équipe, ou pour être un peu, essayer d'avoir une petite longueur d'avance pour savoir, ok les gars, attention, là, on arrive à ce moment-là, il faut changer ça, ou il faut intégrer ça, etc. Donc, voilà. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça nous a obligés à avoir tout un réseau avec des entreprises, on a fédéré en fait un réseau année après année avec cette pédagogie par projet, parce qu'on demandait à des coopératives, on demandait à des entreprises de nous soumettre des projets, on faisait avec eux. À chaque fois, c'est des vrais projets. C'est des vrais projets. Ouais. Donc, c'est pas des projets théoriques, c'est à chaque fois des vrais projets avec une application. C'est des vrais, ouais. D'accord. Et ça, c'était important aussi parce que il fallait que nous, c'est-à-dire nous en tant que chercheurs, en fait, on était loin devant. Mais par contre, nous, il faut qu'on forme des ingénieurs qui soient sur le marché de l'emploi dans les 6 mois, quoi, ou dans l'année qui vient. Et souvent, nous, on l'a vécu 2-3 fois, des espèces de ruptures où si on n'avait pas fait les bons choix, on mettait sur le marché de l'emploi des ingénieurs qui étaient au niveau techno, qui étaient un peu has-been ou qui étaient un peu à côté de la plaque. Dans plein de domaines, hein, que ce soit gestion de projet, que ce soit technique apprise, programmation, que sais-je. Et du coup, alors pour sentir tout ça, pour faire vraiment donc avec la recherche, on est un petit peu loin, donc ce qui nous permet d'avoir une vision, mais il nous fallait le moyen terme, là, le court terme. Et là, il n'y a qu'avec les entreprises qu'on peut voir comment évolue le courant, il n'y a qu'avec elles qu'on peut voir quelles sont les questions qui se posent. Mais je trouve ça très intéressant parce que d'un certain côté, en fait, les entreprises vous confient la résolution de problèmes qu'ils ont eux aujourd'hui. Ouais. Et donc, vous les partagez. Donc, je suppose qu'il y a quand même des concepts de compétition, de confiance, tout ça qui vont rentrer en jeu, non?
En règle générale, alors c'est sur, ça dépend, hein. Ça peut être, souvent c'est des questions sur des projets, on va dire pré-concurrentiels, D'accord. traités avec les étudiants. Si jamais il y a un cadre, on va dire confidentiel ou qui est sur moi je leur dis attention, c'est pas traité avec des étudiants. Oui, les enjeux sont trop Parce forts, que trop complexes. voilà, alors ça arrive, hein. Donc du coup, en fait, alors, c'est intéressant la question que tu poses parce que à un moment donné, on a été identifié, alors il n'y a pas que nous à Montpellier, parce qu'à Grotic on le porte à deux écoles, hein. Il y a Bordeaux Sciences Agro et puis Montpellier Supagro. D'accord. Et à un moment donné, on s'est retrouvé confronté à un souci, c'est qu'on avait plus de propositions de projets que qu'on pouvait faire avec les étudiants. Et avec des projets, on s'est dit, ah, c'est dommage de ne pas les faire parce qu'on peut monter en compétences, on maintient. Et donc là, du coup, à partir de là, on a changé un petit peu de braquet, donc c'est en 2013. On a monté une structure qui s'appelait Agrotic Service. Ouais. Donc c'est à l'époque c'était un ingénieur qu'on a recruté et qui répondait en fait, dont l'objectif c'était, il assurait du tutorat sur les projets et il faisait les projets euh, qu'on pensait intéressants pour monter en compétences ou pour maintenir le lien Ouais. avec une entreprise, mais qu'on ne pouvait pas faire avec les étudiants. D'accord. Et là, du coup, on est toujours, hein, d'ailleurs, parce qu'on le fait toujours, mais dans du partenariat. Et là, par contre, on était à même d'aborder des questions peut-être plus confidentielles, ou en tout cas de gérer cette confidentialité, puisque en fait, c'était une personne de l'équipe. Oui. Voilà. Donc en fait, vous avez, on va dire, tout le panel de la recherche, on va dire, plus fondamentale qui va être très en avance sur ce qu'on fait aujourd'hui, Ouais. jusqu'à ces projets-là qui sont vraiment Mm. très appliqués sur ce qui est Mm. applicable maintenant, là, Ouais. tout de suite. Alors en plus, on n'est pas sur de la recherche fondamentale, Oui, on est quand même sur de la recherche appliquée, hein. oui, oui, mais... Donc le volet recherche fondamentale, on va dire, à 20 ans, on ne l'a pas, quoi. Ouais. On est quand même sur de la recherche assez opérationnelle, ce qui ne nous empêche pas de publier, hein, enfin voilà, mais... et effectivement, cet aspect plutôt R&D, mais plus D que R, en lien avec les entreprises. Voilà. Et, Et en fait, ça a encore évolué plus récemment parce que il y a 5 ans, 6 ans, euh, en fait, on s'est retrouvé avec des entreprises qui étaient dans cet écosystème-là, qui nous posaient les mêmes questions. Et là, on s'est dit, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi, parce qu'on ne va pas répondre, on ne va pas faire un contrat avec chacune d'elles. Donc, et c'est pas évident de les mettre ensemble. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va proposer un autre truc qui est en fait c'est le rôle de la chaire en fait, hein, de la chaire agrotique et du masse numérique aussi, c'est d'adresser des questions qui sont communes, préconcurrentielles, mais qui permettent à tout le monde d'avoir des éléments de réponse, ou en tout cas, donc ça peut être de la veille, ça peut être des études techniques sur un capteur par exemple qui arrive, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il fait, il y a le buzz, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà. Donc le rôle de la chaire, c'est vraiment alors là, on va c'est plus sur des questions de fond entre guillemets. Donc il y a une partie veille, hein, mais il y a aussi une partie, par exemple, voilà, le deep learning à un moment donné, ou la blockchain. ouais. Les acteurs de la chaire nous ont dit bon ben voilà, est-ce que vous pouvez nous faire la blockchain pour les nuls en agriculture? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Qu'est-ce que ça fait? Où sont les enjeux, etc. Donc là, on fait des études, Oui. mais qui sont communes et qui sont publiques d'ailleurs. On les diffuse largement, mais à la demande des entreprises de la chaire. D'accord. Et nous, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet aussi d'adresser des questions qu'on n'adresserait pas. Et ça nous est très utile pour orienter notre enseignement. C'est-à-dire parce que nous, on pourrait se poser la même question. C'est est-ce qu'on met la blockchain dans l'enseignement ou pas? Oui. Voilà. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 2 ans? Et justement, alors la blockchain, Ben, on l'a pas mis. on l'a pas mis. On l'a pas mis. On l'a pas mis pour l'instant. Voilà, on l'a pas mis. C'est vrai que c'est pas évident de voir les applications possibles, parce que pour moi, la façon dont je vois les blockchains, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile pour faire un suivi d'un produit, par exemple. C'est-à-dire que par où il est passé, avoir tout le lieu de production, les lieux d'échange, tout ça. Ouais. Donc ça, je vois bien l'idée de, par exemple, mais en agriculture, je vois pas très bien ce qu'on pourrait en faire en fait. Comment ça fonctionne? Moi, je pense qu'il y a des. Si, je pense. Bah, bon, il y a effectivement ça. Je pense qu'il y a des structurations sur lesquelles le fait qu'il n'y ait pas d'organisateur, parce que en fait, souvent sur les chaînes de traçabilité ou sur ces aspects-là, il faut toujours un tiers de confiance. Oui. Donc qui sait? Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que voilà. Donc je pense que l'intérêt quand même, c'est le fait qu'il y ait
en fait, alors, c'est plus ou moins vrai hein, suivant les organisations, mais voilà, c'est la possibilité d'enlever ce tiers de confiance, donc, où tout le monde finalement devient le tiers de confiance. Voilà, alors, ça, il y a des situations, je pense, sur lesquelles ça peut être intéressant. Moi, je pense surtout dans les pays en voie de développement. Hein. D'accord. Où des tiers de confiance. Ils n'ont pas les tiers de confiance oui, institutionnels comme nous on a. Voilà, c'est ça, c'est moins. Voilà, c'est moins évident. Quoi. Ouais. D'accord. Donc, alors, je reviens un truc sur le mode projet, l'enseignement par projet, parce que c'est une vraie question que je me pose beaucoup, parce que moi, donc, j'ai fait la fac la plus classique possible. Donc, 80% des enseignements, c'était des enseignements à 200 dans un amphi. Et notamment, je me pose beaucoup la question de l'acquisition des concepts par le mode projet. Parce que, intuitivement, je me dis que c'est peut-être qu'il y a des concepts qui peuvent être contre-intuitifs, pas forcément faciles d'accès. Notamment, et je sais qu'il y en a certains en agriculture par rapport aux plantes dans les multicultures, entre les plantes qui produisent beaucoup de biomasse et celles qui vont avoir un effet plus d'enrichissement du sol, des choses comme ça. Et je me demandais, est-ce que vous arrivez vraiment à... Ça pose aucun problème en mode projet d'acquérir les concepts théoriques? Ou est-ce que vous ne traitez pas les concepts théoriques en mode projet alors, c'est intéressant ta question. En fait, souvent... moi, je peux t'expliquer comment ça... Nous, on marche à la semaine. Donc, c'est une semaine type. Donc, en règle générale, quand je dis qu'il n'y a pas de cours, il y a des cours. Hein, mais c'est des bases. Donc, c'est là que les concepts théoriques sont apportés. Alors, ils peuvent être apportés au début, parfois à la fin. Donc, en gros, par exemple, le lundi matin, souvent, c'est 2 heures de cours. Mais c'est vraiment le plus faible possible, le plus petit volume, c'est vraiment le minimum, voilà, avec les ressources. Et après, les étudiants ont, alors en règle générale, c'est une mini mise en œuvre. Donc là, une mini mise en œuvre, c'est un projet, mais qui est plutôt sous forme de TD, où les étudiants manipulent les concepts théoriques qu'on leur a appris, appliqués à un objectif, mais ils sont quand même assez guidés, avec un objectif qui est la prise en main d'outils informatiques ou logiciels ou méthodes, voilà, ça c'est l'objectif. Et après, on leur soumet le projet qui lui est sans filet. Donc nous on a quand même vérifié qu'il est techniquement faisable dans le temps, voilà. Et après c'est les étudiants. Et en fait après il y a un débrief. Voilà. Et c'est dans ce débrief-là, avec les questions des étudiants, souvent que tu remobilises des aspects théoriques qu'ils ont touchés du doigt, mais que tu remets en place avec les apports qu'ils ont eu en début de semaine, et puis d'autres choses que tu peux faire. Oui. Et le fait de les avoir, on va dire, appliqués, ça leur permet aussi, je suppose, de mieux les appréhender quand ils reviennent dessus en fin de semaine. Ouais, et en plus, moi je pense que c'est pas les... Alors, il y a plein de choses qui posent question. Hein. Enfin, moi je suis pas... Comment dire moi je suis un convaincu. Mais il faut savoir faire le deuil de plein de choses. Oui. C'est-à-dire qu'il est évident qu'en une semaine sur, par exemple, je dis n'importe quoi, une semaine sur la télédétection, on va faire passer beaucoup moins de choses que ce qu'on ferait en projet, que ce qu'on ferait avec des cours et des intervenants. Et des machins. Après, moi, si j'ai jamais fait l'expérience, mais ça vaudrait le coup de la faire, et puis j'ai vu plein de biblios là-dessus, c'est qu'est-ce qui reste de ça. Voilà, donc moi je préfère finalement en faire passer moins, mais que ce qui est passé reste. Et donc c'est vrai qu'en manipulant, en se confrontant, en questionnant sur un projet, il y a moins de choses qui passent, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est passé, si on acte sur l'essentiel, ça va rester. Donc c'est une question d'efficience en fait de l'enseignement. Oui, mais je trouve ça très intéressant, ces modes projet, parce que il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, des choses comme ça. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai pas du tout vécu, puisque moi, justement, j'ai fait la fac, donc même pas une école d'ingénieur. Et donc, pour moi, ça change vraiment totalement le paradigme de la façon dont j'ai travaillé et acquis mes concepts et mes compétences. Mais je trouve ça très intéressant, quoi. Mais il faudrait peut-être qu'un jour, je me confronte réellement à ça, pour le vivre de l'intérieur, voir ce que ça donne. Enfin, et puis après, ce côté, moi, qui me satisfait beaucoup, c'est le côté proactif des étudiants, du coup. Oui. Tu vois, qui sont proactifs, pour le coup, ils posent des questions, qui n'est pas du tout une salle passive, où ils posent des questions quand même, hein, mais ta posture change. Et en plus, je trouve que pour un enseignant, alors après ça dépend des personnalités, mais moi je trouve que c'est vachement plus agréable, parce que tu es positionné
En mentor, tu accompagnes la montée en compétences. Tu n'es pas positionné en détenteur du savoir que tu donnes. D'accord. Et moi, c'est 1000 fois plus drôle. Satisfaisant. Ouais, c'est vachement plus intéressant. Et les étudiants aussi, ils apprécient plus? Ah bah, moi, je pense que, dans une population, je pense qu'il y a des étudiants qui détestent. D'accord. Voilà, et des étudiants qui adorent. Mais comme l'autre forme d'enseignement. Ah oui, beaucoup d'étudiants qui détestaient. Voilà. Alors moi, ce que je pense, c'est que quand ils viennent, quand ils choisissent la spécialisation agrotique, ils choisissent en connaissance de cause. Donc ils savent que ça va être de la pédagogie par projet, qu'ils vont être confrontés à cette forme de pédagogie-là. Donc je pense que quelque part, il y a aussi une forme de sélection d'étudiants qui sont aussi, au-delà de la discipline, qui aspirent aussi à cette forme de pédagogie. D'accord. Donc on n'a pas de problème. Voilà. Après, si on le ferait dès la première année, je ne sais pas, il faudrait voir, ça serait intéressant. Ouais, il faudra Ouais. faire des expérimentations sur les étudiants. C'est bon. Mais je sais qu'il y a des écoles qui le font, hein, Mm. qui font des cursus parallèles d'ailleurs, normaux, et puis en pédagogie par projet. Ben, j'ai un exemple qui est assez vieux maintenant, parce qu'il a près de 20 ans. Il y a une école d'ingénieurs informaticiens sur Paris, qui, en fait, il y en a deux, Epita et Epitech. Ouais. Et Epita, en fait, au début, il n'y avait que Epita, puis après, ça s'est scindé en deux. Epita est devenue une école, en fait, à l'époque, elle était devenue une école d'ingénieurs assez classique, avec maths, avec vraiment une maths spé intégrée, des choses comme ça. Et Epitech est vraiment devenue une école d'informaticiens pur et dur qui fonctionne que par projet. Ouais, que par projet. D'ailleurs, c'est intéressant leur modèle. Hein. Voilà, où moi j'ai des amis à moi qui l'avaient fait, et en gros leur note c'était 20, 20, 20, 0, 0, 0, 20, 20, 20, parce que en fait les projets étaient uniquement, c'était du développement informatique, donc soit à la fin ton projet informatique fonctionnait, c'est ça. Et tu avais 20, soit il fonctionnait pas et tu avais 0. Et c'était comme ça. Et donc et c'était très intéressant de voir qu'ils avaient, et eux ils avaient séparé leur communauté d'étudiants en fonction du type d'étudiants qu'ils avaient. C'est ça. Pour faire les deux choses. Donc, Et nous, on avait fait à un moment donné, pendant 2-3 ans, avec les agrotiques, on avait monté des projets justement avec les étudiants d'Epitech de Montpellier. D'accord. Voilà. Donc du coup, on avait vu comment ils fonctionnaient. Et moi, ce qui m'avait bluffé aussi, c'était leur espèce de tuilage qu'il y avait entre les étudiants. Par exemple, les deuxièmes années pouvaient être tuteurs des travaux de première année, et ainsi de suite. Et je trouve que ça, c'était pas mal, quoi. C'était assez intéressant. Donc là, en fait, ce serait un peu du mentorat des années supérieures aux années inférieures. Ouais. Mais eux, c'est formalisé, hein, ça fait partie de la formation, avec pareil une évaluation. Hein. Alors je pense que c'est des compétences transversales, quoi, de management, de suivi de projet. Non, c'est intéressant. Donc ok. Après, moi, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que ça date d'il y a longtemps. Hein, mais... moi, je te parle il y a 3 ans, 4 ans qu'on a travaillé avec eux, et c'était toujours le cas. Alors, en tout cas, à Montpellier. D'accord. Et justement, ça me fait penser à un truc que je voulais revenir. Tu parlais d'HTML tout à l'heure, que vous disiez, non, on va plus les former à HTML. Donc, vous formez les gens à à la programmation, à certains outils de programmation. Oui. Et ben là, c'est toujours c'est très rigolo, hein, parce que c'est toujours un débat dans l'équipe pédagogique. Voilà. Donc, en ce moment, les choix qu'on a fait, c'est PHP et Python. Oui. Voilà. J'allais poser la question de Python. Ouais. C'est les deux choix qu'on a fait. On fait l'hypothèse que R est maîtrisé par ailleurs parce que qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne nous empêche pas sur certains projets de mobiliser du R. Hein. Donc du coup on fait l'hypothèse qu'ils en ont fait en prépa, ils en ont rebouffé ici en première année. Voilà. Et alors pourquoi Python? Tout simplement parce que dans Python on peut aussi faire passer des notions mais d'objets. Voilà. Oui, mais de toute façon moi je participe pas mal à un petit groupe de discussion sur les entreprises technologiques. D'analyse de data sur Montpellier, tout ça. Et c'est très marrant quand on discute avec eux, il y a une très grande dichotomie entre tout ce qui va être universitaire qui travaille avec R et tous les autres qui travaillent avec Python. Donc vous, étant que vous travaillez beaucoup avec les entreprises... et puis surtout qu'on forme des cadres qui vont travailler plutôt dans tout le monde de l'entreprise. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Mais bon, ça fait débat, hein, chaque fois. Je pense que chaque année, c'est remis en cause. D'accord. Ces choix-là, ils sont... en plus, ils ne sont pas anodins parce que ça veut dire que pour l'équipe pédagogique, changer de langage... il faut qu'il y ait les gens qui soient capables de l'enseigner. Bon, après, si on fait l'hypothèse que R est bon, je veux dire, il n'y a pas de souci, ça nous fait 3... Je suppose que Flash, vous l'avez abandonné, ça y est. Ça fait un moment. Mais comme là, il vient d'être officiellement tué, là, ça y est. Il a été tué la semaine dernière. C'est ça, voilà. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Maintenant, j'aimerais plutôt t'interroger toi sur certains éléments plus personnels, et je pose toujours un peu les mêmes questions. Et donc la première, est-ce que tu as quelque chose dont tu es particulièrement fier, donc tu as envie de partager avec nous? Fier, oui.
Oui, moi je suis très fier. Enfin, voilà, non, mais je lui ai dit, c'est pas sur la recherche, je pense D'accord, que c'est sur l'enseignement. d'accord. Je suis très très fier. En fait, ma plus grande fierté, et je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà, ça s'est fait tout seul. Et quand je me retourne, je dis, ah ouais, tiens, putain, c'est quand même pas mal. C'est d'avoir su fédérer en fait un écosystème d'anciens étudiants, d'entreprises, etc. euh, autour ouais, une espèce de communauté qui n'est pas formelle, hein, mais voilà. Et ça, je pense que c'est mon plus beau. Enfin voilà, c'est ce D'accord. dont je suis très très fier. C'est cet écosystème dans lequel les gens se font confiance, où on t'appelle, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et ouais, ça c'est chouette, je trouve. Puis c'est valorisant. Euh, la prochaine question, c'est un peu le pendant de la source de fierté, c'est est-ce que tu as vécu une erreur, un échec, quelque chose que tu ferais pas pareil maintenant? Ouais, je sais, enfin, c'est pas évident, hein. Non. Mais en fait, ce que peut-être si tu m'as dit que les vidéos elles s'adressaient à nos collègues, hein, puis notamment à nos jeunes collègues. Et en fait, moi, quand je suis arrivé en fait à Supagro, je me suis vraiment emballé sur l'enseignement. Mais je regrette pas du tout, hein, ce que j'ai Mhm. fait. Sauf qu'à un moment donné, en fait, c'était une époque où je pense on était peut-être un petit peu plus libre, moins bien drivé en fait, hein, mais je me suis bien éclaté. Et en fait, je me suis consacré 100% à l'enseignement. Et à un moment donné, ça a été une erreur en fait, parce que je me dis, oh, bon, la recherche, c'est pas grave, elle attendra. Ou, bah, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, ça pèse, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, être enseignant sans être chercheur ou reconnu en tant que chercheur, euh, c'est pas évident, je trouve, dans nos institutions, mais aussi pour soi-même, et puis aussi par rapport à ses collègues et par rapport à ce qui est attendu de nous. Et je me suis retrouvé dans une impasse, mais à tel point que j'ai failli abandonner, hein, j'ai failli D'accord. changer de métier. Voilà. Et vraiment, j'étais mal, quoi. Voilà. Donc j'avais, je sais pas quel âge bah, c'est pas compliqué, j'étais recruté, j'avais 28 ans, juste après ma thèse, et donc c'était 7 ans après, non, 6 ans après, 34, 35 ans. Voilà. Pas de publi, rien, enfin, c'était le néant, quoi. Voilà. Par contre, des projets avec les étudiants, etc. Et en fait, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que je me suis dit, bon, avant de changer, prends le temps. Et j'ai fait une année sabbatique, en fait. Donc j'ai pris une année sabbatique, je suis allé en Australie dans un laboratoire avec voilà, dans un domaine naturellement qui était le mien. Et en fait, c'est ça qui m'a remis en selle. C'est-à-dire, D'accord. alors, j'ai bénéficié, j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu beaucoup de chance. Et en fait, à partir de ce moment-là, cette pause m'a permis de redéfinir avec le responsable du labo là-bas, c'était à Sydney, qui était super. Et en plus, j'y suis allé, j'étais franc avec lui, hein. J'ai dit, bah voilà ce qui m'arrive. Bon, bah voilà, je compte ce temps-là pour me remettre en selle. Et vraiment, il m'a aidé. Il m'a aidé à faire un axe de recherche, à orienter, à dire, bah voilà, il faut que. Voilà les questions qu'il faut que tu poses. Enfin, revenir vraiment À la recherche. et à la recherche. Ouais. À la recherche, comment, et puis comment on peut s'y épanouir. Et, voilà. Et du coup, ça, bah, voilà, je suis revenu, j'avais 35 ans, 36 ans, et puis bah, après, voilà, j'ai réussi je pense, à maintenir cet équilibre entre ma passion pour l'enseignement, ce qui me maintient, et puis l'amour et l'intérêt pour la recherche. Et je pense que, enfin, moi, je pourrais pas être chercheur, par exemple, Oui, c'est pas possible, je serais trop malheureux, quoi. Donc, il me faut vraiment cette balance deux aspects. enseignement, projet, entreprise et recherche. Et voilà, c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, hein, qui n'est pas facile, hein. On a toujours. Voilà. Mais voilà, je pense que j'y suis arrivé, en tout cas avec des fois en allant un peu trop dans un sens, trop dans l'autre. Mais c'est pas grave en fait, on s'en sort toujours, je trouve. J'avais interrogé Jean-François Martin, un collègue à toi, Ouais, sur cette question, et lui, justement, il me disait que ce qu'il aimait dans le maître de conférence, c'était de pouvoir, en fonction des années, des périodes de sa vie, porter plus sur l'enseignement ou plus sur la ouais. recherche, et qu'il aimait bien cet équilibre. Ah ouais, alors ça va, c'est. Il faut être. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut quand même être solide, c'est-à-dire Ouais. qu'il faut être dans une équipe qui tolère ça, en tout cas qui soit résiliente à ça, parce que Ouais. si elle compte sur nous à un moment donné pour monter des formations, être, voilà, et puis qu'après on dit ah bah non, non, finalement, cette année, moi c'est plutôt recherche. Enfin voilà, c'est pas si évident que ça, quoi. Mais c'est peut-être des cycles plus longs que Ouais, d'une année sur ouais. l'autre, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, et moi je pense que ça, on ne sait pas bien le gérer dans une institution, dans nos institutions,
c'est que une carrière, en fait, un enseignant-chercheur, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit dans une équipe. Parce que justement, il a des périodes de sa vie où il va être très impliqué dans l'enseignement, d'autres plutôt dans la recherche. Et du coup, pour moi, l'importance des UMR est capitale pour pouvoir accompagner ça. Il faut souvent qu'un maître de conf soit en binôme avec un chercheur pur Ouais, pour que la recherche puisse continuer à avancer ouais, quand il est très pris. Et puis aussi pour pouvoir, comme tu dis, il y a des moments dans la vie, je pense, où c'est maintenant, quoi. C'est-à-dire que tu récoltes le fruit de ta recherche, ça y est, c'est parti, parce que tu as décroché le bon projet ou tu as le bon partenariat. Et donc, ça serait dommage de ralentir cet aspect-là au détriment de l'enseignement, par exemple, ou inversement. Hein. Voilà. Donc c'est là l'intérêt d'être dans une équipe et de pouvoir éventuellement, à un moment donné, tu vois, moi j'ai eu de la chance, hein, parce que quand je suis parti en Australie, voilà, c'est un collègue d'IRSTEA qui est venu faire les cours, hein, qui a repris tous les cours. J'aurais pas eu ça, hein, c'était Jean-Michel Roger, j'aurais pas eu Jean-Michel Roger, Oui. Je sais pas comment j'aurais fait. Merci. Avant de passer à la prochaine question, je vais revenir à un truc que tu as dit, que beaucoup de chercheuses disent et qui me fait beaucoup rire. C'est le fait de prendre une année sabbatique. Dans le monde entier, prendre une année sabbatique, c'est pas travailler pendant un an. Chez les chercheurs et enseignants-chercheurs, prendre une année sabbatique, c'est aller travailler ailleurs pendant un an. Et je trouve ça très drôle comme ils disent, ah là là, j'ai pris une année sabbatique, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai enfin pu travailler sur ça, ça et ça. C'est ça, ouais. Et alors que dans le reste des communautés de travailleurs, prendre une année sabbatique, c'est pas travailler. Et je trouve ça très drôle que chez nous, c'est travailler ailleurs. Ouais. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous faire? Un livre, une pièce de théâtre, un film, quelque chose que tu aurais envie de partager avec nous et qui te plaît? Ouais, il y a plein de trucs qui me plaisent. Hein, mais, non, une pièce de théâtre, ouais. En fait, je fais du théâtre et là, je joue dans une pièce qui m'épate. Voilà, donc si les gens ils veulent la voir, ça s'appelle Zoo de Vercors et c'est une pièce qui fait réfléchir sur ce qu'est l'homme, en fait. Voilà, donc voilà, Zoo de Vercors, c'est l'assassin philanthrope, en fait. Et en fait, faire un petit pitch de la pièce, en fait, on découvre une nouvelle espèce à la surface de la planète. Donc, ce sont des anthropologues, des archéologues, etc. Il y a tout un groupe qui va alors, je crois que c'est vers Bornéo, enfin Java, etc. Et en fait, se pose la question, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un singe? Et en fait, et du coup, personne n'arrive vraiment à trancher. Et en fait, pour faire trancher ça, donc il s'avère que c'est un journaliste qui accompagne l'expédition, en tue un. Voilà. Et donc du coup, il y a un procès. Ouais. Et c'est le tribunal qui doit décider en fait s'il est assassin ou pas. Ouais. En fait, s'il a tué un animal, il n'est pas assassin. S'il a tué un homme, c'est un assassin. Et donc passe à la barre tous les grands spécialistes du langage, de la posture, de l'évolution, etc. Et c'est super intéressant parce que en fait, à travers toutes ces questions-là se posent les questions du racisme, de la classification, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'un homme, quoi, à part comment on peut le définir. Et la pièce pose même la question de, finalement, à un moment donné, on se rend compte que c'est même pas défini dans le droit. Oui. Ce qu'est un homme, finalement. Il n'y a aucune loi qui définit le support qui fait l'application de toute cette législation. Et c'est super intéressant. Ça me fait penser à pas un fait divers, mais un fait de droit très intéressant qu'il y a eu assez récemment, où en fait il y a un singe qui a pris l'appareil photo de quelqu'un, qui s'est pris en photo, qui appartient à la photo, ouais. Et la photo est devenue célèbre, a été partagée sur tous les réseaux, et à qui appartient la photo? Le droit d'image de la photo, est-ce que c'est au singe qui a pris la photo, au photographe? Et ça a discuté beaucoup de la notion d'intention, voilà. Dans la pièce, à un moment donné, il y a une grosse discussion, et donc du coup, en fait, il transforme cette question-là, parce qu'elle y est, donc la pièce, elle a été écrite dans les années 60. Hein. D'accord. Et la question, elle y est, c'est c'est une poule qui appartient à quelqu'un qui va pondre dans le champ du voisin, et le voisin trouve l'œuf, à qui appartient l'œuf, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu le même type de question, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si, suite à cette conversation, des gens veulent te contacter pour discuter avec toi, c'est quoi le meilleur moyen?
Bon, il m'envoie un email, c'est bruno.tisseyre@supagro.fr. D'accord. Eh ben, merci Ça sera beaucoup. marqué, j'imagine, non? Oui, je rajouterai. Ça marche. Parce que Eh ben, Tisser, il y a un problème avec le Y, hein. On ne met ça jamais marche. à la bonne place. Voilà, ça marche. Eh ben, merci beaucoup.